Merci beaucoup, merci Julien de nous avoir présenté et merci Bastien pour nous avoir invités à présenter. Tout à l'heure, on parlait de diffusion. Mon article date un peu par rapport à la publication, mais quand même de communiquer et aussi de se voir aussi félicité, puisqu'on a reçu, Sébastien et moi-même, un trophée grâce à la PHP sur recherche et avenir. C'est aussi savoir aussi présenter auprès de vous qui avez parfois publié plus que moi. Mais on était invités à présenter une publication avec une méthode qualitative. Donc ça va être assez pratico-pratique et pour ça, en fait, je voulais revenir un peu sur mon parcours professionnel. Donc je suis infirmière diplômée depuis 2009. J'ai été jusque cette année en médecine addictologie à Fernand-Vidal, d'abord en hospitalisation, en hôpital de jour, puis sur les consultations. Il y a eu en fait une envie chez moi d'avoir un diplôme universitaire, mais en fait qui est peu reconnu dans le sens professionnel, même si c'est un apport de connaissances. Et c'est vu arriver le projet Préfixe, qui était le projet de préfiguration des infirmiers cliniciens spécialisés, un projet qui était ARS APHP et qui m'a permis de partir en formation. Donc d'abord sur un master de santé publique à Paris Diderot, qui est maintenant Paris Cité, avec en première année tout un parcours avec des UE de recherche, donc avec des biostats, la recherche qualitative avec l'utilisation de NVivo, des UE de santé publique, d'épidémio. Et en deuxième année, c'était axé sur le parcours en sciences infirmières en gériatrie, avec un stage dans le service du docteur Druna, dont je vous parlerai tout à l'heure. Ensuite, j'ai fait une VAPP pour intégrer directement le Master 2 pour avoir le diplôme d'État IPA pour pathologie chronique stabilisée, avec un stage de 2 mois à la Pitié pour la spécialité épilepsie. Et ensuite, en 2020-2021, j'ai intégré le Master 2 IPA, toujours à Paris Cité, pour avoir la mention psychiatrie santé mentale. Donc, le sujet de recherche est venu donc, de ma spécialité d'addicto, mon parcours infirmier, et un cours de sciences infirmières et des cours de sciences infirmières en gériatrie. Et enfin, un cours un peu de psychiatrie santé mentale avec le docteur Druna, qui est chef de service en psychogériatrie à Bretonneau, qui nous a fait un cours sur la dépression. Et donc, à la fin du cours, je lui ai dit « Est-ce que je pourrais avoir un stage chez vous ?» Et donc, il y a eu la décision et de me prendre en stage et aussi d'un projet parce qu'il avait une envie de faire une rencontre entre l'addictologie et la psychogériatrie. Et en plus, dans la demande de mémoire de fin d'études, le mémoire était demandé sous forme d'article. De plus, j'avais pu voir qu'il n'y avait pas encore d'articles sur les IPA, puisqu'elles n'existaient pas, donc sur les IPA en France. Et il y avait aussi peu d'études autour de la dictologie chez les aînés. Il y a le docteur Pascal Menessier ou le professeur François Paille qui publient un peu, mais il y avait peu de bibliographie sur le sujet de la dicto. Le sujet, en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais donc l'article est sur le sevrage des benzodiazépines chez les personnes âgées. Et donc, pourquoi les benzodiazépines m'intéressaient? C'est que c'est un médicament qui est très utilisé. On est dans les deuxièmes consommateurs européens de ce type de traitement.
Pour rappel, les benzodiazépines, ce sont des psychotropes avec un effet anxiolytique, hypnotique, myorelaxant et anticonvulsivant. Il est utilisé en indication pour l'anxiété, pour les insomnies, les crises d'épilepsie et le sevrage alcool. Dans les recommandations, normalement, la durée maximum de prescription, c'est de 4 semaines pour la visée hypnotique et pour la visée anxiolytique de 12 semaines. Or, on sait que les prescriptions sont bien plus longues, voire durent depuis des années. Et de plus, il y a un véritable tabou qui existe autour des addictions de nos aînés. C'est un véritable problème de santé publique, comme je vous disais, vu notre niveau de consommation de ces traitements. Et pourtant, il y a eu des recommandations faites par l'HAS. Pourtant, il n'y a pas ou peu de sevrage. Et en effet, les sevrages en benzodiazépine peuvent durer en moyenne 6 mois. Du coup, donc, peu d'articles, le métier d'IPA qui va arriver, ce stage où j'intègre la psychogériatrie. Je construis avec le docteur Druna, qui était mon directeur de mémoire, un sujet. Et donc pour la méthode, j'ai réalisé des entretiens semi-directifs qui ont été anonymes, enregistrés, et où j'ai pris rendez-vous dans le service pour que l'entretien se fasse dans les mêmes conditions pour tous les participants. Donc voilà, les questions sont sous forme de questions ouvertes et pour un entretien semi-directif. J'ai donc réalisé 8 entretiens auprès d'une psychologue, 4 médecins, 4 infirmiers. Donc c'est représentatif d'un service, il y avait un homme et 7 femmes, avec plus ou moins d'expérience. Et de ces résultats, je n'ai pas pu réaliser un arbre thématique parce qu'en fait, donc, j'ai eu une initiation à NVivo. On verra plus tard que j'ai repris cette méthode. Mais donc, j'avais eu qu'une initiation et donc j'ai réalisé mes entretiens, je les ai retranscrits. Et donc, j'ai plutôt choisi de faire un tableau Excel. Et les thèmes qui ressortaient, c'est qu'il y avait bien une indication à la psychogériatrie qui était définie. Les soignants identifiaient bien les vulnérabilités de la personne âgée. Elles évaluaient la personne âgée à l'entrée et aussi au cours de l'hospitalisation. Elles connaissaient les risques liés aux benzodiazépines. Et elles arrivaient à définir les problèmes liés aux benzodiazépines, les bénéfices aussi qu'ils avaient à en utiliser dans les services et même à la sortie des services, et les difficultés qu'il y avait à agir dessus en se posant la question de quelles pratiques étaient faites et quelles pourraient être celles à envisager. Dans les résultats, on voyait que les soignants avaient un accueil organisé de patients complexes et qu'ils identifiaient bien les indications des patients aux benzodiazépines, qu'ils identifiaient bien aussi les risques et les problèmes. Et donc, pour eux, les sevrages étaient peu nombreux car il y avait... c'était pas ou peu leur priorité, en particulier dans les phases aiguës dans le service, que ce n'était pas dans leur pratique courante ensuite de transmettre à la sortie aux médecins traitants ou aux psychiatres ou aux gériatres des recommandations afin de prescrire le sevrage ou de débuter le sevrage. Les infirmières, on disait que ce n'était pas de leur rôle et il n'existait pas d'outils d'évaluation qui pourtant existent dans les recommandations de l'HAS. Excusez-moi. Donc, j'ai quand même pu avoir des conclusions. J'ai pu écrire mon mémoire puisque j'ai validé mon master. Donc, dans les résultats, en fait, on voyait qu'il y avait le moyen d'améliorer la prise en charge avec, entre autres, la formation des équipes au repérage. L'idée que j'ai mise aussi dans ma discussion, c'était que le sevrage pouvait être initié par un médecin, puis suivi par une infirmière en pratique avancée. Et donc, toute cette étude
à la fois en pratique, en stage, plus l'idée du mémoire, c'était de faire découvrir le métier d'IPA, de développer la recherche en sciences infirmières et de faire une rencontre entre la dictologie et la gériatrie, et inversement. Mais en état, mon mémoire n'était pas publiable. Du coup, fort de ce constat, moi je rencontre Camille donc, qui terminait son mémoire et qui vient me voir en me disant voilà, moi j'ai une thématique de recherche sur la personne âgée et la dictologie. Donc j'ai ouvert des yeux un peu ronds, je me suis imaginé des personnes âgées avec un déambulateur en festival, et en fait pas du tout. On me dit écoute, le travail de recherche est terminé, c'est pas quelque chose qui est forcément qui est très présent dans la littérature. Il y a vraiment une place pour publier, mais voilà, la conclusion effectivement du mémoire, c'est il y a des résultats, on peut effectivement prendre en compte ces résultats, mais est-ce que la méthode qui a été utilisée pour le mémoire est suffisante? On n'avait pas forcément la réponse. Donc le constat, c'est qu'on était face à un mémoire qui était finalisé, soutenu, rédigé. Il y avait de nombreuses informations. Une des choses très importantes, c'est qu'il y avait une volonté de répondre à des questions cliniques et à des vraies problématiques de soins, notamment sur la prise en charge des personnes âgées et des aînés face à effectivement des substances que sont les benzodiazépines. Et puis, il y avait une volonté de partager, comme l'a dit Camille, de faire découvrir d'une part le métier d'IPA et de partager ses résultats et de partager ces informations qui ressortaient de ce travail de recherche. Avec effectivement une chance, c'est que les entretiens qui avaient été menés par Camille étaient d'une très grande richesse et qui restaient très peu exploités par le travail de master. Du coup, on a eu, dans un premier temps, tout de suite la volonté de se dire, bon, il faut qu'on applique une méthodologie qui va nous permettre de publier. Et du coup, la proposition de travail, ça a été de convenir ensemble d'une méthode qui permette d'exploiter ces données, ce qui était peu commun, parce que d'habitude, on design l'étude, on choisit la méthode, et ensuite, on va mener l'enquête. Et là, on était face à des entretiens qui étaient déjà réalisés, et il a fallu choisir a posteriori, effectivement, la méthode, et puis la façon dont on allait analyser toutes ces données qui étaient déjà recueillies. Et puis, dans un deuxième temps, en fonction des résultats qu'on allait obtenir, il a fallu également identifier un journal. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a vraiment pas mal de choses à prendre en compte quand on veut venir publier, d'une part, du qualitatif en associant de la dictologie, de la recherche infirmière, et ensuite, il a fallu qu'on le publie sous forme d'articles scientifiques. Une des premières questions qu'on s'est posées, c'est qu'il n'y a pas toujours de méthode unique pour répondre à une question de recherche. Et en fonction des hypothèses et des questions qui sont posées, on va bien évidemment s'orienter vers certaines méthodes, mais il faut toujours garder en tête que c'est la question de recherche posée qui va conditionner le choix de la méthode. Il n'est pas fréquent de se dire, bon, voilà, je veux impérativement faire un essai contrôlé randomisé, je vais aller vers telle thématique parce que je veux impérativement faire un essai contrôlé randomisé. Nous, on s'est vraiment basé sur les questions cliniques qui étaient posées au départ. Qu'est-ce qu'on a comme matériel de recherche de disponible? Donc, qu'est-ce qu'il y a dans nos entretiens qui vont nous permettre de répondre à cette question? Les questions que Camille s'était posées au départ, c'était « je ne comprends pas pourquoi effectivement ce sevrage en benzodiazépine reste quelque chose de tabou, en tout cas de peu publié, de peu investigué ». Donc on avait deux contraintes. C'était de répondre aux questions cliniques de départ, et puis c'était de pouvoir exploiter les entretiens qui étaient déjà réalisés. Donc on ne pouvait pas retoucher au guide d'entretien, on ne pouvait pas poser d'autres questions. Et donc on s'est dit, si on a besoin de comprendre un phénomène et qu'on a des entretiens semi-dirigés, une des méthodes qui nous semble pertinente, en tout cas en recherche qualitative, ça va être d'utiliser plutôt une recherche de type phénoménologique. Et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, on nous demande environ une dizaine d'entretiens, que l'idée, c'est de comprendre un phénomène, mais qu'on va devoir se confronter, en termes d'analyse, à des choses un peu particulières que sont les matrices à condenser, les arbres thématiques, et que pour l'instant, on n'avait pas ces données-là, mais que c'est des données qu'on pouvait faire émerger des entretiens que Camille avait déjà réalisés. Du coup, en termes d'outils et de moyens, la décision, ça a été de reprendre l'ensemble des analyses des entretiens semi-dirigés. Ce qui est un travail colossal, parce qu'il a fallu repasser par une étape de retranscription de l'ensemble des entretiens, d'un double encodage pour 2 à 3 entretiens, de la création d'un arbre thématique, d'une analyse textuelle grâce à un logiciel dont je vais vous parler juste après, et puis l'utilisation de techniques un peu plus élaborées grâce à ce logiciel, que sont les matrices à condenser, afin d'obtenir des informations encore plus approfondie et une fouille encore plus approfondie des entretiens. La première étape, ça a été effectivement de créer cet arbre thématique qui nous envoie vers 4 grandes pistes de recherche, 4 pistes exploitables dans ces entretiens semi-dirigés. En termes de moyens, on avait besoin de 2 choses.
Camille a fini son master en 2017 et nous, on a commencé à travailler sur ce projet en 2018. Vous connaissez la suite de l'histoire, 2019-2020. Vous vous rappelez qu'il s'est passé des petites choses qui nous ont un peu mobilisés. On s'est dit, on a deux grosses contraintes quand même. Un, on va avoir besoin d'outils en termes de méthode. Et deux, il va falloir qu'on appelle au secours parce qu'on va avoir besoin d'un petit coup de main pour l'encodage, la retranscription et toute cette exploitation des entretiens. Donc, on a proposé à l'université un terrain de stage pour une étudiante de Master 1 en santé publique qui serait intéressée pour travailler sur une recherche qualitative et notamment sur l'utilisation de logiciels type NVivo. Donc on a accueilli une étudiante, Johanna, qui a été associée ensuite à la publication et qui nous a aidé sur la partie retranscription, double encodage avec Camille pour comparer les encodages, etc. Et il a fallu également qu'on utilise des outils qui étaient des attendus pour les publications qualitatives. On le disait tout à l'heure, les publications qualitatives ne suivent pas forcément toujours le modèle IMRAD, mais là, on s'est dit qu'il faut quand même qu'on réponde à certains attendus, et notamment l'utilisation d'un logiciel de référence. Et on a fait le choix d'utiliser un logiciel qui s'appelle NVivo, que vous connaissez, je pense, aussi bien que moi. Donc du coup, logiciel qui est une référence en termes d'analyse qualitative, avec toutes les contraintes que cela implique. Et toute cette analyse et toute l'utilisation de ces logiciels est décrite dans le paragraphe stat, et du coup dans le paragraphe analyse de l'article. Il a fallu ensuite, une fois qu'on a réussi à exploiter ces entretiens, une fois qu'on a réussi à extraire les résultats et une fois qu'on a réussi à ressortir beaucoup d'informations qui étaient d'une très grande richesse dans ces entretiens, il a fallu qu'on choisisse une revue. Et là, ça a été assez particulier parce qu'on s'est dit, Camille m'a dit, voilà, moi je voudrais que ce soit une revue qui fasse à la fois de la dictologie, à la fois du soin infirmier. Ou peut-être l'inverse, du soin infirmier et de la dictologie. Et moi, j'étais tiraillé par le fait que, on allait probablement avoir une de nos premières IPA qui allait publier, peut-être même une première publication IPA de la PHP, et je voulais qu'on marque un peu le coup et que ce soit quand même dans une revue qui marque un peu les esprits, avec probablement ce qu'on disait tout à l'heure, des enjeux de retour sur .sigaps, etc. On s'est donc mis autour de la table, on a commencé à regarder les revues, avec, moi j'ai plutôt un aspect un petit peu très analytique des revues, j'ai même tendance à spéculer sur les impact factors des revues, où on s'est dit, attention, à l'époque, quand on a commencé à travailler sur cet article, donc l'impact factor se situe à peu près ici de cette revue. D'accord ? Elle était en B, elle était en rang B. Et j'ai dit, écoute, franchement, le rang de la revue, il est en train de monter tranquillement. Ils sont juste en haut du rang B, ils sont à ça de passer sur le bas du rang A. Donc il y avait d'autres revues, et puis on s'est intéressé à celle-là. On a regardé qu'est-ce qui avait déjà été publié dans cette revue. On a regardé effectivement, est-ce qu'il y avait beaucoup d'études quali qui étaient publiées dans cette revue ? Pas tant que ça. Par contre, dans la description du journal, c'était on accepte les revues qualitatives, les revues systématiques, etc. Donc on s'est dit, bon, ok, intéressant, on pourrait peut-être aller jeter un œil là-dessus. Et du coup, on s'est dit, mais cette revue, elle correspond quand même à nos critères. Ils acceptent le quali. C'est une revue qui fait à la fois de la science infirmière, à la fois de la dictologie, qui sont assez bien codées dans les deux parties. Et c'est une revue qui a tendance à monter. Si on soumet, on va avoir des exigences de B. Avec un peu de chance, l'année prochaine, elle bascule en A. Là, on rentre dans la boucle infernale de la publication, avec la soumission, l'éditeur en chef qui nous dit « Ok, ça m'intéresse, j'envoie à des reviewers ». On a eu 2 reviewers, si je ne dis pas de bêtises. On a eu reviewer 1, reviewer 2. On n'a pas eu la chance d'avoir reviewer 3, qui était dit tout à l'heure. Un reviewing, on était plutôt sur un minor review, on était sur un reviewing mineur. Donc on est rentré dans la boucle et on en est sorti assez rapidement sur la partie droite de l'écran vers des reviewers qui ont rapidement accepté les modifications qu'on a proposées et qui ont accepté l'article. Et donc du coup, on a accouché de ce papier sur décembre 2020, avec effectivement une association de listes d'auteurs. Contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure en qualitatif, on est de nombreux auteurs, parce que on a effectivement demandé aussi l'avis des addictologues de ton service pour une relecture de cet article, pour répondre aux reviewers. On les a également sollicités, puisque leur nom était... On souhaitait vraiment les associer à ce papier et écrire ce papier avec eux. On a également proposé à l'équipe pédagogique qui t'avait encadré en master, du coup, d'être impliqué également dans cette relecture et de leur montrer que ce master et ce mémoire pouvaient ensuite être publiés. Et du coup, on a réussi, grâce à l'utilisation de ces méthodes et au ciblage de la revue, à pouvoir proposer cet article dans une revue de rang B qui, bingo, quelques mois après, est passé en rang A. Et donc, du coup, on a réussi à faire passer du quali dans un rang A, avec, du coup, Camille en premier auteur et moi en dernier auteur. Voilà. Je vais laisser Camille apporter une petite conclusion, parce que cet article, il a eu des conséquences. Il n'est pas resté de lettre morte dans le service et dans l'activité. On a d'une part réussi à le diffuser. Il a pu être
diffusé sur les réseaux sociaux. La communication de l'hôpital nous a beaucoup aidé là-dessus. Il a été à de nombreuses reprises posté, tweeté, retweeté. Camille a été moult fois interviewée par de prestigieuses revues. Et je vais laisser Camille apporter une conclusion sur l'impact clinique et même l'impact personnel qu'a pu avoir cet article sur sa carrière. Merci. Oui, donc pour rappel, donc, toutes ces années d'études aussi pour avoir les 2 diplômes et le master, c'était aussi de faire rentrer la recherche dans ma pratique, ce qui n'était pas forcément ma première idée en allant faire le DE IPA. Mais voilà, je voulais vous faire un petit rappel du référentiel des activités des infirmiers en pratique avancée. La recherche fait partie de notre métier. On parle souvent du côté clinique, des consultations. Je sais qu'il y a en plus des étudiants IPA ici dans la salle. Mais voilà, la recherche fait partie de notre nouveau métier. Et donc, ça a été vraiment un rôle que j'aime développer et que j'espère garder. Parce qu'en fait, voilà, je viens de changer de service. J'ai fait 14 ans en médecine addictologie et donc je viens d'intégrer une équipe mobile de gériatrie extra-hospitalière. Qui est toujours à la PHP, donc avec une idée universitaire où ils ont publié de l'intérêt d'une IPA dans les services de gériatrie, dans les services d'urgence, excusez-moi, parce que voilà, nous avons un rôle d'évaluation aux urgences des plus de 75 ans qui habitent à domicile et après nous sommes amenés à coordonner leur retour à domicile et aussi à évaluer les facteurs de risque en gériatrie. Et donc, je n'oublie pas la dicto. Pour l'instant, donc, je vais utiliser plutôt le profil pathologique chronique stabilisé. Mais ce sera aussi le moyen d'aller vers les urgentistes et de faire du repérage par rapport aux risques et des benzodiazépines. Voilà. Je vous remercie.